Europe 1. Le journal de 7h présenté par Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. 3400 policiers et gendarmes formés spécifiquement aux violences contre les élus. L'une des grandes mesures du plan que présente le gouvernement pour contrer ce phénomène inquiétant. Le projet inclut aussi le durcissement des sanctions pénales, 7 ans d'emprisonnement, comme c'est le cas pour les agressions contre les forces de l'ordre par exemple. Ces annonces, elles ont suivi la réception au Sénat, puis à Matignon du maire de Saint-Brévin, lui qui a posé sa démission après l'incendie criminel de sa maison. Décision de Yannick Morez, maintenue malgré les tentatives d'Elisabeth Borne pour le faire changer d'avis. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. J'ai eu l'impression d'être pris dans un tourbillon. J'ai reçu énormément de messages de soutien. Depuis ce matin, on a essayé de me convaincre de rester. Mais non, là, je ne peux pas. C'est une décision qui a été prise avec mes proches, avec ma famille. Donc, non, parce que ce qui est important, c'est que la fonction de maire, non seulement c'est le maire, c'est vrai qu'il prend toutes les attaques, mais il y a à côté également toute la vie de famille. Et là, c'est allé trop loin, donc non, je démissionnerai. Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin, le grand malaise des élus. Nous en reparlerons demain en longueur. Nous y consacrons le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Et effectivement, rendez-vous demain donc à partir de 7h dans vos différentes éditions. Une journée chargée hier pour la Première ministre. Elisabeth Borne clôturait sa série d'entretiens avec les syndicats sur la réforme des retraites. Dernier des 5 face-à-face avec Sophie Binet, patronne de la CGT. Il y a aussi été question des revendications syndicales sur le travail et les salaires. Échange parfois heurté, Barthélémy Philippe. Alors, à quoi faut-il s'attendre après ce tour de table ? Eh bien maintenant qu'elle a renoué le dialogue avec les syndicats, Elisabeth Borne va recevoir les organisations patronales à Matignon la semaine prochaine. Ensuite, la Première ministre veut laisser la main aux partenaires sociaux pour négocier sur les salaires et les conditions de travail avant de définir un agenda social porteur d'avancées concrètes pour les salariés. Nous souhaitons qu'on puisse ensuite organiser une multilatérale avec les organisations syndicales et les organisations patronales. À l'image de la CFDT, les syndicats réformistes semblent prêts à participer à cette nouvelle réunion à condition que leurs propositions sur les salaires ou la révision des ordonnances travail soient sur la table. En revanche, la CGT de Sophie Binet pourrait sécher le rendez-vous. Ce que j'ai dit très précisément, c'est que je n'en voyais pas l'utilité s'il n'y avait pas d'annonce sur la question du retrait de la réforme des retraites ou sur la question de l'augmentation des salaires. Et en marge de ces discussions, les syndicats poursuivent le combat des retraites. Ils appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin, 48 heures avant que l'Assemblée examine la proposition de loi du groupe Lyot qui vise à abroger la réforme. Barthélémy Philippe pour Europe 1. Le prix de votre panier de courses pourrait bientôt baisser. Les 75 plus gros industriels français de l'agroalimentaire ont accepté de rouvrir les négociations avec la grande distribution. Rendez-vous d'ici à la fin mai. En mars dernier, les dernières discussions s'étaient soldées par une hausse globale de 10%. Argument avancé par les industriels, l'envolée des coûts des matières premières. Et puis celui-ci, Noah Moussa, le besoin de financer leur transition énergétique pour moins polluer. Oui, c'est la justification qu'avançait l'association des grands industriels, ILEC, pour expliquer sa réticence à rouvrir les négociations avec les distributeurs. Un bon argument, mais loin d'être le seul, selon Éric Pichet, professeur de finance. L'idée pour les industries agroalimentaires, c'est de reconstituer leur taux de marge qui avait tendance à baisser depuis une vingtaine d'années. Ils mettent ça en avant parce que c'est dans l'air du temps. Le fait de dire, si c'est pour la transition énergétique, c'est pour la bonne cause, alors que l'argument qui consiste à dire on veut augmenter nos marges, c'est pas très populaire. Selon le cabinet McKinsey, les industriels ont moins raboté leurs marges que les distributeurs, mais Éric Pichet l'affirme, quoi qu'il arrive, ils ne seront jamais perdants. Ils pourront baisser les prix tout en augmentant leurs marges. C'est ça l'astuce. Si l'ensemble des matières premières baisse de 10%, ils pourront baisser par exemple leur prix de 5% tout en augmentant leur marge de 5%. Un jeu tout de même risqué. Le mois dernier, Système U a retiré tous les produits Pepsi de ses rayons malgré leur notoriété d'un désaccord sur les prix. Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Restez avec nous juste après le journal à 7h10. On va revenir justement sur cette bataille entre industriels et distributeurs et puis cet accord quand même qui se profile. Richard Ponchio, directeur général de l'Institut des liaisons et des études des industries de consommation, sera notre invité. On prend la direction de Mayotte à présent. La justice a donné son feu vert. L'opération Wambouchou entame son acte 2. Après sa suspension par un premier jugement, le démantèlement du plus grand bidonville de l'île va reprendre. La chambre d'appel a donné raison au recours de l'État, William Molinier. La destruction des logements insalubres et les expulsions de migrants clandestins sont à nouveau possibles.
Oui, la Cour d'appel vient de se déclarer incompétente pour trancher cette affaire qui relève selon elle de la justice administrative, laquelle a donné en début de semaine son feu vert pour la destruction du bidonville Talus 2. Donc, sous couvert d'un éventuel pourvoi en cassation, la préfecture peut désormais lancer son opération de décasage. Elle devrait commencer, selon les informations d'Europe 1, en début de semaine prochaine, soit près d'un mois après le lancement officiel de l'opération Wambushu. On est satisfait, tout va pouvoir reprendre, se félicite-t-on place Beauvau, y compris le volet immigration clandestine de cette manœuvre qui s'est dénouée hier avec la réouverture des liaisons maritimes entre Mayotte et l'île voisine comorienne d'Anjouan. 20 clandestins ont été expulsés à la mi-journée. Enfin, sur le terrain de la lutte contre la délinquance, les forces de l'ordre ont interpellé au mois d'avril 450 individus suspectés de vol et de violence. C'est 25% de plus qu'en avril 2022. Les explications de William Molinier pour Europe 1. En Ukraine, des attaques russes sans précédent ce matin. Kiev évoque des raids aériens dans plusieurs régions du pays simultanément, alors qu'un sommet du G7 se tient aujourd'hui au Japon avec au cœur des discussions des sanctions plus lourdes contre la Russie. 7h06 sur Europe 1. 29 ans d'études pour une conclusion. Le sport réduit bel et bien le risque de maladie de Parkinson chez les femmes. Ah oui, l'activité physique serait même bénéfique plus de 20 ans avant le diagnostic. 100 000 femmes ont été suivies par des scientifiques français et les résultats publiés dans la revue Neurology cette nuit sont assez clairs, Yasmina Katou. Oui, les femmes qui pratiquent une activité physique entre 30 et 50 ans réduisent leur risque de développer la maladie de Parkinson de 25% par rapport à celles qui ne font pas de sport. Certes, bouger améliore la condition physique, mais l'exercice entraîne surtout des changements dans le cerveau. Alexis Elbaz, neurologue et directeur de recherche à l'INSERM. L'activité physique pourrait améliorer la conduction nerveuse au niveau des circuits qui sont impliqués dans le contrôle de la motricité. On sait que les personnes qui ont plus d'activité physique ont certaines zones du cerveau qui sont plus fonctionnelles. Et c'est comme ça qu'on imagine que l'activité physique pourrait avoir un rôle dans la maladie de Parkinson. Ces résultats montrent l'intérêt de pratiquer une activité physique le plus tôt possible au cours de la vie pour prévenir le développement de la maladie une trentaine d'années plus tard. Les chercheurs souhaitent maintenant comprendre quel type d'activité en particulier et quelle intensité sont les plus bénéfiques sur les pathologies neurodégénératives. La spécialiste santé d'Europe 1, Yasmina Katou. Et puis il était au centre de tous les regards hier à Cannes sur la Croisette, l'acteur américain Michael Douglas. Qui a donné une masterclass en marge du célèbre festival. Alors autant vous dire que quand une légende du cinéma parle, on l'écoute. Oui. Et les spectateurs ont pu entendre cette déclaration d'amour faite à la France. Et moi j'ai été absolument touché par l'enthousiasme des Français pour le cinéma. L'absence de jalousie entre les pays. Pour les Français, la jalousie n'existe pas. C'est un amour du cinéma, quelle qu'en soit l'origine de ces films. Donc, le plaisir de rencontrer tous ces gens qui viennent de cultures différentes et qui se réunissent tous autour de l'amour du cinéma, plus les soirées qui étaient vraiment excellentes. Michael Douglas au micro européen de Marie Gical. Et puis un mot de football pour vous dire que Manchester City s'est facilement qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en écrasant le Real Madrid. Score final 4-0. Les Citizens en finale contre l'Inter Milan, ce sera le 10 juin. Vous mettez une petite pièce sur quel club moi je dirais Manchester City, ils ont l'air imbattables. Je pense que ça va être l'année de Manchester, je crois qu'on est tous d'accord. Merci Victor. Après, en football, tout est possible. C'est la magie du foot, bien sûr. Comme disait le grand penseur du XXe siècle. Merci Victor.